Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le troisième épisode de notre émission Culture Physique consacrée à la fusion nucléaire. Notre invité est Jean-Marc Canet, physicien au commissariat à l'énergie atomique. Alors la dernière fois, vous nous avez expliqué les principes de la fusion. Or aujourd'hui, on parle beaucoup d'un grand projet, un projet mondial, qui s'appelle ITER, dont le chantier a commencé dans le sud de la France, près de Cadarache. Quel est l'objectif de ce projet? Quelles sont les difficultés? Et puis, ça sera l'objet de notre conversation, comment s'organise-t-il? Est-ce qu'un projet aussi vaste, aussi long, qui met en jeu autant de pays différents, autant de compétences, est viable ou non? Vaste question. Alors, on a vu que l'enjeu, un des enjeux fondamentaux de la fusion, c'est de créer un plasma suffisamment volumineux pour qu'il soit capable de s'autochauffer. Ça, c'est le premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu aussi assez fondamental, c'est de mettre au point des matériaux qui vont donc entourer ce plasma-là et qui vont être bombardés par des neutrons très énergétiques, 7 fois plus que ceux de la fission. Mmh. Et c'est un vrai enjeu pour les matériaux parce qu'à cette énergie-là, eh bien, ces neutrons sont beaucoup plus capables, 100 fois plus capables, en gros, d'arracher des protons, des particules alpha des noyaux. Mmh. Et donc, on y produit 100 fois plus de gaz qui vont les fragiliser. Alors, il y a même des physiciens éminents, des prix Nobel même, qui ont dit que ce problème des matériaux n'a pas de solution. C'est-à-dire que l'impact des neutrons produits par la fusion est tellement fort que les structures qu'on peut mettre autour vont être rapidement détruites. Alors, prédire que quelque chose ne marcherait pas est toujours dangereux. Souvenons-nous, dans les années 30, Einstein et Rutherford prédisaient que jamais, au grand jamais, on ne produirait d'énergie à partir des réactions nucléaires. Il paraît que c'était pour faire fuir les journalistes qui avaient des questions trop préférentes, mais ils n'ont jamais pensé. Voilà, bon, c'est possible. Je crois qu'on a un devoir d'espoir, je crois que c'est fondamental, et que la science, justement, elle est cet espoir en marche. Pour résoudre et tenter de résoudre ce problème-là, on va mettre au point un accélérateur de particules qui va générer des neutrons très énergétiques, des types neutrons de fusion, et on va pouvoir y tester en grandeur nature des matériaux. Alors ça, c'est autre chose qu'ITER. Ça sera en parallèle avec ITER. C'est fondamental. Ce sont les deux défis fondamentaux de la fusion. Donc, créer ce plasma autochauffé, créer des matériaux qui résistent. Et c'est que quand on aura réussi sur les deux défis, qu'on pourra éventuellement produire de l'énergie. Il y a d'autres défis, mais qui sont, disons, plus secondaires. Alors, deux espoirs fondamentaux dans ces deux buts. Des machines qui sont à la bonne taille pour tester, pour les expériences. Et aussi un espoir dans la progression de la capacité de modélisation. La progression des ordinateurs, si elle continue toujours sur la loi de Moore, fait que dans une vingtaine d'années, on doit avoir des capacités d'ordinateurs qui nous permettront de modéliser l'ensemble des particules d'un plasma de fusion, à peu près 10 puissance 23 particules, et un volume représentatif mécaniquement et thermiquement de matériaux. Donc je crois qu'il faut imaginer cette avancée avec des expériences, de la modélisation. Rien ne garantit qu'on réussira, mais on aura, disons, ces deux aspects expérimentaux et modélisation qui permettront d'avancer. Alors venons-en à ITER proprement dit. Ça prend quelle forme? C'est comment une telle machine? Ça a quelle taille? Alors, typiquement, une machine comme ITER est contenue dans un cylindre de 30 mètres de haut sur 30 mètres de diamètre. Donc c'est la taille typique d'un réacteur de fission, c'est du même ordre de grandeur pour des puissances du même ordre. Donc ça n'est rien de très nouveau, ce ne sont pas des projets pharaoniques, c'est du même ordre de grandeur qu'un réacteur habituel, disons. Alors, par contre, la technologie DOT est une technologie sans doute plus complexe. Il va y avoir des aimants supraconducteurs. 30% du coût de la machine est lié aux aimants supraconducteurs qui vont créer des champs magnétiques très intenses. Ils sont refroidis à des températures très proches du zéro absolu. À quoi ils servent ces champs magnétiques? Ils servent à faire que le plasma soit un bon isolant thermique. Le plasma, naturellement, est un très mauvais isolant thermique. Quand il est plongé dans un champ magnétique, il devient un bon isolant thermique. Il est confiné? Il est confiné, c'est tout à fait. Donc la chaleur a du mal à quitter le cœur très chaud du plasma pour joindre le bord. Donc c'est l'enjeu, finalement, de cette isolation thermique du cœur du plasma. Donc c'est pour ça qu'on met ces aimants très, très puissants. Et l'avantage de la supraconductivité, c'est que le courant va circuler, un courant va circuler dans ces aimants, et la supraconductivité fait qu'il n'y a aucune perte. Ce courant circule sans qu'on ait à fournir d'énergie, si ce n'est celle qui est nécessaire à refroidir le système. Il n'y a pas d'effet Joule. Il n'y a pas d'effet Joule. Le courant circule sans aucune perte. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser ces aimants supraconducteurs. Par ailleurs, il faut des moyens de chauffage, on l'a vu, qui vont donc permettre de chauffer le système. Et ce sont donc les éléments les plus importants et les plus problématiques pour la fabrication. Et une chambre à vide qui va être un grand anneau, un anneau creux, dans lequel va être créé ce plasma-là,
qui aura un volume d'à peu près 1000 m3 à l'intérieur, donc une magnifique structure mécanique qui consomme beaucoup d'acier. Et donc c'est ce TOR finalement qui va contenir le plasma, qui va produire de l'énergie. Quelles sont les performances qui sont attendues? Alors, on espère que ITER produise à peu près 500 MW de puissance fusion. Et on obtiendra 500 MW en injectant simplement 50 MW de puissance de fusion. Donc de puissance de chauffage. On multiplie par 10. On multiplie par 10 en gros. L'énergie dépensée finalement. Voilà, on récupère 10 fois plus que ce qu'on a dépensé. Ce n'est pas encore suffisant puisque l'autochauffage n'est que de 70%. Il faut donc aller passer un peu plus loin. On imagine l'étape suivante. Le volume d'ITER, c'est 840 m3 de plasma. En passant aux milliers ou aux alentours du millier de mètres cubes, ça devrait être suffisant pour avoir un plasma qui soit autochauffé à 90%, donc qui produise de l'électricité. Donc ça, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Alors comment est-ce que cette idée de faire ITER est venue? Qui l'a décidé? Quand? Alors, dans quel contexte? Très tôt, dès le début des années 50, les gens se sont aperçus que la fusion, ça serait difficile. Autant la fission a été rapide, on découvre dans 1939 les réactions en chaîne. Le premier réacteur commercial, le premier réacteur fonctionne en 1942, Fermi à Chicago. Pas commercial? Non, pas vraiment. Il produit quelques milliwatts. Mais ensuite, le premier réacteur commercial fonctionne dans les années 50. Donc un temps extrême. Il y a eu des bombes aussi. Oui, il y a eu des bombes. Donc un développement extrêmement rapide qui a fait dire finalement à un physicien nucléaire, Homi Bhabha, à la conférence Atom for Peace de 1954, je pense, que dans 20 ans, la fusion fonctionnerait. Et on garde toujours cette espèce de mauvaise réputation d'une promesse jamais tenue et qui est toujours repoussée à plus loin. Ça fait 50 ans qu'on dit que ça va fonctionner dans 50 ans. Alors, c'était un physicien qui n'était pas un physicien des plasmas, donc il n'engageait que lui-même. Mais néanmoins, on a ce vrai problème-là, c'est-à-dire que la compréhension du plasma a évolué. Et on s'est aperçu que plus on avançait, plus le plasma, finalement, était un milieu extrêmement complexe, extrêmement turbulent, qu'on avait du mal à contrôler cette turbulence-là. Et que cette problématique-là, cette physique-là, est une physique difficile, et qu'on a du mal à avancer dans cette physique-là. Donc voilà ce qui explique ce temps-là. Alors bien entendu, quand on a compris que c'était difficile, on s'est dit il faut travailler ensemble, partager. Et bien que la fusion puisse être, justement, on peut l'imaginer, reliée à la problème de bombes nucléaires, on s'est très vite aperçu que l'application civile était complètement déconnectée des applications militaires. En effet, dans la fusion, il n'y a ni uranium ni plutonium, et si le nucléaire était uniquement un nucléaire de fusion, on n'aurait plus deux ingrédients fondamentaux nécessaires à une bombe nucléaire. Sans uranium, sans plutonium, on ne peut pas faire de bombe nucléaire. On a besoin de cette allumette de type fission pour déclencher les réactions thermonucléaires derrière. Donc, très vite, on s'est aperçu que les retombées militaires étant inexistantes, on pouvait partager les efforts. Donc, bien qu'en pleine guerre froide, les Russes, les Américains, les Européens, les Japonais ont travaillé ensemble très tôt. Et puis, on a très vite compris qu'il y avait une taille critique, donc une machine d'un coût important, et qu'il fallait passer par un projet international pour faire cette machine-là. Ça a d'abord été dans les années 70, le projet INTOR. Et ensuite, il y a eu cette maturation. Étonnamment, la France a joué un rôle à travers François Mitterrand, qui avait une espèce d'amour pour la fusion et qui, avec des discussions avec Mikhaïl Gorbatchev au moment de son élection, a évoqué le sujet. Et ensuite, dans une entrevue avec Ronald Reagan, il y a eu une proposition de construire ensemble un réacteur. C'était un moment de la guerre froide où on cherchait une détente et on a pensé que ce travail en commun dans la fusion, qui se produisait déjà depuis quasiment une trentaine d'années à l'époque, était un beau symbole de cette détente-là. Donc c'est un projet qui est parti de très haut politiquement et on pensait que ça allait le porter rapidement, permettre une très grande efficacité, une grande rapidité. Et dans la pratique, on s'est aperçu que quand il s'agit de négociations internationales, les choses sont très compliquées parce qu'il n'y a pas de perte. Donc chaque fois qu'on négocie quelque chose, il faut trouver un équivalent ailleurs. Donc ce sont des processus longs et complexes. Et finalement, moi j'ai commencé à travailler sur la fusion au début des années 80. Et donc je me retrouve maintenant plus de 25 ans bientôt après. Et le projet sort à peine de terre. Donc on a vu cette espèce de lenteur pour mettre en route un système extrêmement complexe. Ceci étant, cette complexité humaine, finalement organisationnelle, a aussi une grande richesse. Au Japon, à la Russie, aux États-Unis, à l'Europe, se sont joints depuis la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et bientôt le Kazakhstan. Donc ça devient donc plus de la moitié de la population mondiale et ça devient un vrai symbole de
d'une action commune mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources énergétiques. Mais il y a eu la phase de conception, oui. d'études, etc., oui. qui a été assez longue. Tout à fait. Ensuite, il y a eu la phase de décision, oui. qui a été elle-même assez longue. Oui. Quelles ont été les grandes dates qui ont conduit à la décision finale, notamment du site? Oui, tout à fait. Le choix du site, ça a été le point d'achoppement fondamental, hein, puisque, en gros, 45% des recherches sur la fusion sont financées par l'Europe. C'est quand même le leader mondial des recherches sur la fusion. Par ailleurs, le Japon, hein, qui est quand même peuplé de simplement 130 millions d'habitants par rapport aux 500 millions européens, consacre 25%, dépense 25% du budget de la fusion mondiale. Donc on voit deux grands pôles qui, sans qu'il y ait aucun hasard, sont les deux pôles qui n'ont aucune ressource énergétique. On voit bien l'espoir qu'ils mettent dans la fusion. Donc ces deux grands pôles ont cherché à construire ITER sur leur territoire. Et donc il y a eu une confrontation, disons. Une saine émulation, on va dire ça comme ça, qui a abouti finalement au choix de la France, enfin de l'Europe, pour construire ITER, et en Europe, en France, près de Cadarache. Donc ce choix-là s'est fait avec néanmoins des compensations pour le Japon, hein, puisque dans tout processus international, il n'y a pas de perdant, obligatoirement. Donc le Japon va donc construire en commun avec l'Europe une machine de grande taille, supraconductrice au Japon, hein, qui s'appelle JT60 SA. Il va y avoir aussi un laboratoire de recherche pour la mise au point de l'étape suivante, hein, pour l'étape productrice d'électricité. Et il y aura aussi le développement de maquettes pour mettre au point ce fameux accélérateur de particules qui va permettre de tester les matériaux. Donc on voit que le Japon va quand même prendre une part importante, hein, qui est la sienne, hein, qu'il a toujours eue, et il va la conserver. Voilà, donc ce projet, un projet complexe, hein, de par sa physique et sa technologie, et aussi par son organisation, puisque le but d'ITER, c'est non seulement de faire un réacteur, dans un temps, si possible, aussi réduit que possible et dans un coût minimum, mais fondamentalement, le but d'ITER est un but pédagogique. Apprendre à tous les grands consommateurs d'énergie de la planète à construire un réacteur de fusion qui leur permettra d'avoir des ressources énergétiques importantes sans produire de gaz à effet de serre. Donc c'est un but pédagogique, et pour cette raison-là, chaque partenaire va construire les composants cruciaux, hein, maîtriser les technologies fondamentales, et c'est bien entendu pas le système optimal pour avoir une construction rapide. Ça veut dire qu'on aurait pu faire plus rapidement, mais ce souci pédagogique a fait que les tâches sont partagées. Et ça prend un peu plus de temps. Ça prendra sans doute un peu plus de temps. La décision de construire ITER à Cadarache date d'il y a quelques années. Elle s'est prise en 2005, oui. Où en sont les travaux aujourd'hui en 2009? Est-ce que le chantier a démarré? Tout à fait. Le chantier a démarré. Actuellement, on a dégagé une plateforme sur laquelle va être construite ITER, et on va commencer les excavations qui vont permettre de construire le réacteur. Donc le temps de construction, c'est typiquement 10 ans. C'est long pour une raison très simple, c'est que les industries qui vont permettre de produire par exemple les supraconducteurs, qui sont nouveaux, niobium-étain, c'est un supraconducteur qui monte à très haut champ magnétique, eh bien il faut créer ces industries. Pas ex nihilo, puisqu'il y a eu tout un temps de préparation, mais il faut créer des lignes de production qui vont produire massivement. Donc 10 ans de construction, ça fait le premier plasma pour à peu près aux alentours de 2018. 2018, le premier plasma. Ensuite, au bout de 10 ans, on devrait, si tout se passe bien, hein, on devrait avoir les principaux résultats de la machine. Et donc, on pourra décider en 2028 de l'éventuelle construction de réacteurs producteurs d'électricité. Et un des signes du succès d'ITER sera sans doute la décision parmi les 7 partenaires qui ont tous la taille suffisante pour construire un réacteur, que plusieurs de ces partenaires construisent des prototypes. Et on pourrait donc imaginer qu'aux alentours de 2038, donc 10 ans après la décision de construction, on commence à voir dans un certain nombre de partenaires les premiers watts électriques provenant de la fusion. Vous serez à la retraite? Oui, mais j'y serai encore. Merci à vous, Jean-Marc Canet. Et nous nous retrouverons bientôt pour une 4e émission. Nous parlerons de problèmes de l'énergie, mais sous un angle encore plus vaste que celui de la fusion. Merci à vous. Merci, Étienne.